Je suis ravie d'être avec vous pour cette émission. Alors, John, on ne te présente plus. D'ailleurs, Sandrine et Yannick, je ne sais même pas si on a réellement besoin de vous présenter, mais on va le faire. Si, quand même. On va le faire quand même. Mais j'aimerais vous présenter d'un point de vue un peu personnel, parce que vous êtes avant tout des êtres humains qui avaient un parcours assez intéressant, puisque vous êtes passés respectivement du domaine de la pub et de la bourse pour finalement être des auteurs, des conférenciers, avoir une maison d'édition. Et qu'est-ce qui a été le déclic? C'est une certaine prise de conscience. Et c'est de cette prise de conscience et de ce monde pour lequel vous militez en ce moment, ce changement de paradigme, toutes ces utopies que vous avez envie de mettre en valeur et de réaliser, dont on va parler aujourd'hui. Et on va commencer d'ailleurs par Sandrine qui va nous parler de cette métaphore du jeu de Go. Oui, en fait, on a envie de sauver le monde et on a cet esprit assez occidental d'une vision en jeu d'échecs. On pense en fait qu'on va mettre à mort l'ancien système comme aux échecs, avec 4 coups d'avance, avec une stratégie, et que pouf, on va mettre à mort, on va dire, les adversaires en face. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est plus dans un jeu de Go, qui est un jeu asiatique, dans lequel en fait les pions se retournent, changent de couleur. Et il y a un moment donné, le damier a changé de couleur. Et on ne l'a pas vu venir. Et en fait, c'est pour dire que l'utopie, elle se réalise en ordre dispersé, où chacun en fait est un pion, chacun change de couleur, et c'est ça notre responsabilité, c'est de changer de couleur. Et que d'une manière inattendue, tout d'un coup, il y a un pion qui va faire changer le damier, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas quand, en fait. Et on aimerait pouvoir maîtriser ça, mais en fait, on n'en sait rien, quoi. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça arrive, et que c'est toujours arrivé comme ça. Et que donc, la première étape, c'est de changer de couleur. Ouais, c'est de prendre conscience qu'on est un pion, déjà, qui peut changer de couleur. Ça, c'est important, parce que la plupart des gens pensent que le système, c'est quelque chose qui leur échappe, qui les transcende, et qu'on ne peut rien faire face au système. Le système, c'est au moins un minimum 7 milliards d'individus, bientôt 8. Et donc, chaque petit pion fait partie du système et constitue le système qu'il dénonce. Donc, si chacun de nous prenons conscience que nous sommes un élément du système que nous dénonçons au quotidien, chacun de nous peut commencer à prendre des décisions pour transformer le système de l'intérieur. Il y a un grand sentiment d'impuissance chez les gens, et c'est justement ce qu'on a envie aujourd'hui ensemble. On a envie de sortir de ça. Ouais, voilà. On a envie de reprendre confiance, on a envie d'être tous plus ou moins ces héros, parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, on pense qu'il y a une figure qui va venir nous sauver, alors qu'au travers de nos actions et des choix que l'on fait, c'est clair que ça va un peu à l'encontre de l'éducation qu'on a pu recevoir à certains moments, mais on peut complètement... on est incité d'ailleurs à... Et ça, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on attend le héros, voilà, qui va venir nous sauver, et en fait, c'est assez manipulatoire cette histoire, parce que tant qu'on les attend, ces héros, on ne se fait pas confiance. Et du coup, on se juge comme être imparfait. C'est les Indiens Hopi qui ont cette très belle phrase, ils disent « Nous sommes celles et ceux que nous attendions ». Et la confiance, elle commence par là, c'est-à-dire à prendre confiance en cette puissance personnelle. Et cette confiance, elle vient évidemment en prenant confiance en soi, mais cette confiance personnelle, elle vient aussi en œuvrant avec les autres, en prenant confiance en nous. Et en faisant des petites choses, on se rend compte qu'on arrive à gérer une partie de la maison ensemble. Donc on reprend confiance. Ça, c'est très important d'être en lien. C'est pour ça ces petits pions dans le jeu de Go. Ce qui est important, c'est de se retourner et c'est de se mettre en lien avec ceux qui se retournent aussi, et de les favoriser et de les inspirer. On s'inspire tous les uns les autres, et on est tous à des niveaux d'espoir ou de désespoir différents. Donc c'est important d'être toujours en lien et de voir ça, quoi. En fait, de voir ce damier. Confiance et responsabilité aussi, parce que dès lors qu'on a pris conscience qu'on était un élément du jeu de Go, on prend ses responsabilités, on prend sa part de responsabilité. Et on n'attend pas que l'autre change, parce que je ne change pas parce que mon voisin ne change pas, ça je l'entends tous les jours. Oui, mais à quoi ça sert, les autres s'en fichent. Non, je change, je prends ma part de responsabilité. Et j'agis en tant qu'être humain, en tant qu'entité individuelle et collective. Parce que j'ai pris conscience que mon individualité était interdépendante du collectif, et qu'on faisait collectif. Faire Ubuntu, comme disent les Sud-Africains. Et ne pas avoir peur d'être un résistant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur, en fait, d'être des résistants, parce que en fait, c'est toujours difficile, cette position, d'être les premiers à changer, parce que finalement, on sait qu'avec l'histoire, que les premiers qui changent, c'est souvent ceux qui vont être stigmatisés, critiqués, etc. Et que du coup, il faut avoir aussi ce courage de changer. Le premier courage, en fait, il est de s'écouter.
Parce que c'est ce que disent tous les résistants ou les refusants, qui est une catégorie un peu moins avec ce panache, etc., mais qui sont des gens qui, par exemple, vont aller aider des réfugiés aujourd'hui, alors que c'est hors la loi. Ces gens-là, en fait, juste, ils s'écoutent. C'est-à-dire que humainement, ils n'arrivent pas à faire autrement. Et à partir du moment où ils s'écoutent, ça va mieux. Donc le premier courage, déjà, il est à ce niveau-là. Et finalement, il y a deux choses. Il y a d'un côté, est-ce qu'on se soumet à la résignation, à l'espèce de pessimisme ambiant, est-ce qu'on se soumet aux autorités, est-ce qu'on se soumet au système, ou est-ce qu'on se soumet à notre petite voix intérieure qui est en train de nous dire, là, il y a un truc à faire, quoi. Donc le premier courage, il est là, en fait. Il est juste là. Mais c'est difficile parce qu'en fait, on n'éduque pas nos enfants à écouter leur humanité. Et écouter, comme dit Paulo Coelho, leur légende personnelle. Qu'est-ce que j'ai au fond de moi ? Quel est mon talent ? On a tous un talent, on a tous une proportion d'énergie qui peut faire quelque chose. Et on ne forme pas du tout nos enfants à ça. On les forme à rentrer dans un mode de consommation, un mode de soumission volontaire, et on ne les aide pas à aller chercher cette petite voie. Donc le courage, oui, mais il faudrait peut-être aussi que nous, en tant qu'individus, on aide les autres à trouver cette petite voie. C'est ce qui fait peur dans l'utopie, en fait. C'est que l'utopie, finalement, c'est tellement flou et c'est tellement dans la liberté et dans un espace de création complet qu'il n'y a plus cette autorité, en fait, qui nous dit ce qu'on doit faire ou pas faire. Et du coup, c'est ce qui déstabilise les gens, en fait. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a l'utopie, ce qu'on dit de l'utopie, c'est-à-dire que c'est un truc chimérique, irréaliste, etc. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'en fait, tout ce qui nous paraît évident aujourd'hui, au moment où c'est défendu, c'est une utopie. Et du fait de l'étymologie, l'utopie, ça veut dire qui n'a pas de lieu. Et nous, on l'a traduit par irréalisable, alors que c'est juste l'irréalisé. Ce qui montre bien, d'ailleurs, combien penser l'inconnu nous fait peur, et peut-être même combien espérer nous fait peur. Et du coup, eh bien forcément, une fois qu'elles sont réalisées, elles ne s'appellent plus utopie. Elles ne peuvent plus s'appeler utopie. Donc ça s'appelle le droit de vote des femmes, la fin de la ségrégation... voilà. Les congés payés. Les congés payés, la sécurité sociale. Que tu racontais dans le texte que tu disais. C'est pour dire que si l'utopie, elle est forcément radicale, et c'est ça qui nous dérange, en fait. C'est que, moi je dis, oui, je racontais ça sur la ségrégation, par exemple, ou sur l'esclavage. Sur l'esclavage, si on avait voulu un esclavage... si c'était parti du haut et des autorités et du système, ils auraient probablement dit on va faire un petit esclavage un peu soft. On va faire un esclavage responsable. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Avec la transition écologique. Voilà, avec la transition et tous ces trucs, la croissance verte, on aurait fait un esclavage vert, pareil. Et là, tu dis, c'est quoi ça ? Ça veut dire qu'on divise des coups de fouet par deux. Et ça n'a juste aucun sens. Et qu'en fait, la dignité, elle est forcément radicale. Et qu'on ne peut pas se satisfaire d'un monde aujourd'hui qui serait à moitié moins polluant. Ça veut dire quoi ? On se donne combien de victimes collatérales du sujet, on se donne combien de gamins asthmatiques. Et c'est juste insupportable, en fait, ça. Et au moment où et effectivement, les gens qui défendent des utopies sont des gens qui ont cette idée de dignité radicale et qui est extrêmement compliquée à aborder, quoi. C'est vrai que même le terme de radicalité dont tu parles, il est très mal perçu. Il est associé à la violence. Ouais, exactement. Alors que ça vient de racine. Ouais, c'est ça veut racinaire. dire essentiel, la radicalité. Et effectivement, on l'associe à la violence. C'est ce qui se passe sur la ZAD. Ouais. Et ben, en fait, et là, du coup, on parle de désobéissance, parce que finalement, dans le monde, tout ce dont on a parlé, la sécurité sociale, congés payés, etc., ça ne vient jamais des autorités en place. Ça vient toujours d'une minorité de gens ordinaires, des gens comme vous et moi, qui décident un jour que c'est plus possible ou qu'ils ont envie d'autre chose. Et donc, une utopie, c'est forcément la contestation du présent. Et donc, ça dénonce le présent. Et donc, ça dénonce le système auquel nous tous collaborons. Donc, c'est extrêmement difficile de voir les désobéissants. Parce qu'ils nous renvoient... Limites, Voilà. Et c'est s'autoriser à rêver et à penser autrement. Et ça, c'est difficile, parce que si tu laisses les gens rêver et les gens penser par eux-mêmes qu'autre chose est possible, tu remets en cause l'autorité pyramidale qu'on a bâtie au néolithique, depuis l'agriculture. Ça, c'est problématique pour nos dirigeants. S'ils fonctionnent dans un système de domination. Et on s'interdit de rêver, et c'est Kennedy qui disait, si on laisse l'avenir d'un pays à des cyniques et des sceptiques, on n'inventera rien. Les pragmatiques n'inventent rien. Et dans les entreprises, combien de gens je rencontre qui me disent faut pas rêver. Reviens les pieds sur terre. Faut surtout pas rêver. On est sûr de rien inventer. Les gens qui ne rêvent pas n'inventeront rien. Les gens qui innovent par hasard, mais parce qu'il y a une utopie de trouver quelque chose de nouveau. Ils savent pas ce qu'ils vont trouver. Ils cherchent. Ils s'autorisent à chercher, à penser. Beaucoup de gens se résignent aujourd'hui à ne rien chercher, à ne rien penser, à être pragmatique. Le réalisme politique qu'on a. Et ce que tu dis là par rapport à la ZAD, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on n'entend plus que ça. C'est l'état de non-droit.
Ouais. Ce qui les gêne, ce n'est même plus l'aéroport, C'est l'autorité, c'est la défiance. C'est cette idée de mais vous êtes en train d'attaquer notre système. Donc les gens se disent on est en insécurité parce que des gens dénoncent le système et l'état de non-droit. Le gouvernement ne respecte pas la loi sur l'eau, sur la biodiversité, etc. On peut en parler. Et des droits du bien commun qui sont notre air, notre eau, notre terre, notre bien-être qui appartiennent à tous. Personne ne les possède et surtout pas Vinci, quoi. Alors qu'en plus, là, on est juste à côté de la ZAD. On est allé voir et on voit clairement ce qui se passe là-bas. À l'inverse, c'est un état de droit, en fait. C'est un état où la liberté prend vie, où on a l'impression que tous les possibles, en fait, sont réalisables par chacun d'entre nous. Et je trouve qu'un lieu comme la ZAD aujourd'hui, qui est complètement diabolisé, c'est un lieu dont on parlera dans 20 ans comme étant un lieu de résistance. Et en fait, c'est juste cette bascule à faire dès à présent par rapport au regard que l'on a et qu'on a par rapport aux informations dont on dispose, malheureusement, qui sont des informations qui servent une propagande d'État. Donc, Mais c'est toujours super difficile en fait de supporter la désobéissance dans le feu de l'époque. Moi je prends souvent l'exemple, tu parlais des résistants, ils étaient que 2 à 3% de la population. Après on s'est tous rêvés résistants, parce qu'évidemment, voilà. On en fait un Mais ils mythe. n'étaient que 2 à 3% de la population. Et les suffragettes, par exemple, en Angleterre, elles étaient 300 devant le Parlement britannique. Et à ce moment-là, elles défendaient le droit de vote et les autres femmes leur crachaient dessus. Donc ça montre bien, parce qu'elles remettaient en cause l'harmonie familiale. Elles étaient en train de bouleverser des choses. Et au niveau du pouvoir, les abolitionnistes, pour l'esclavage, il faut quand même rappeler que l'Europe a fait fortune et s'est développée grâce à l'esclavage à partir de la conquête du monde au XVIe siècle. Et pendant 3 siècles, c'était une évidence, c'était normal. Et quiconque remettait en cause l'esclavage remettait en cause le modèle économique et le pouvoir et les richesses. Et pourtant, les abolitionnistes ont eu gain de cause. Et aujourd'hui, on ne s'imagine pas emmener ses collaborateurs avec des chaînes pour aller travailler dans des champs. C'est terminé. Il y a encore des poches d'esclavage dans le monde, il ne faut pas être naïf. Il y en a encore des poches d'esclavage. Mais on a quand même aboli l'esclavage dans les pays occidentaux sous la forme la plus brutale qu'on connaissait. Et c'était impensable au XVIIIe siècle. Passer de l'indispensable à l'impensable. L'indispensable de l'époque devient l'impensable aujourd'hui. Et c'est la même chose du vivant, l'exploitation de la nature. Oui, dans cette thématique-là aussi, on peut parler des lanceurs d'alerte. Puisque c'est pareil, les lanceurs d'alerte, ils sont pas très soutenus et pourtant ils sont en train de se mettre en danger pour nous et notamment, tu parlais de cet exemple. De Voltaire, ouais, c'est-à-dire que, auparavant, déjà, on n'aurait jamais imaginé qu'un homme comme Voltaire puisse être un paria, alors que sans qu'on l'appelle un lanceur d'alerte, c'en était un. Avant tout le monde. Et donc, j'aimerais bien qu'on fasse ce parallèle avec ceux qui font ce travail-là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y avait cet exemple de cet homme qui avait dénoncé justement les déchets déposés illégalement, des déchets radioactifs, et qui avait dénoncé ça, qui avait donc été viré de son boulot, qui avait plus réussi à en trouver aucun ailleurs, et qui était complètement désespéré, qui avait ensuite donné une interview à France Télé en disant qu'il regrettait son geste d'avoir dit la vérité. Et à ce moment-là, il y a un citoyen lambda, comme chacun d'entre nous, qui a vu cette interview et qui a voulu l'aider. Cet homme, il a créé une cagnotte, et cette cagnotte, elle a rassemblé des dizaines de milliers d'euros, ce qui fait que maintenant, il peut vivre complètement décemment, lui et sa famille. Et d'ailleurs, ça l'encourage il va trouver, je pense, un job très prochainement avec cette sécurité-là dont il dispose. Et c'est ça, en fait, aujourd'hui. On a besoin de faire corps, de faire société par rapport à ça. C'est hyper important. Les lanceurs d'alerte, un des premiers lanceurs d'alerte, c'était Einstein. Quand il a inventé, quand il a trouvé il a parlé, il a imaginé que ça pouvait devenir une bombe nucléaire. Et donc, il a envoyé une lettre au président des États-Unis à l'époque. Donc, c'était un des premiers lanceurs d'alerte, en fait. Donc, les lanceurs d'alerte, aujourd'hui, on les voit comme des méchants violents qui sont contre le système, etc. On ne les aime pas, alors qu'ils sont en train de nous défendre l'intérêt général à chaque fois. Je pense que toute époque a ses lanceurs d'alerte, parce que toute époque, il y a des gens clairvoyants qui sont capables de voir les limites du modèle qu'on leur impose et d'interpeller leurs concitoyens sur autre chose. Et comme ils ont un temps d'avance, ils ont cette capacité à être clairvoyants, ça ne fait pas du tout l'unanimité, ça remet en cause les autorités. On peut prendre l'exemple de Copernic, Galilée, etc., qui remettent en cause le géocentrisme. Ça déstabilisait la religion, ça déstabilisait le pouvoir. On ne veut pas en entendre parler. Tu parlais de Voltaire, Voltaire dénonçait l'esclavage en disant « votre sucre est taché de sang ». Et tout le monde mangeait du sucre. Et remettait en cause le modèle. Donc il y en a toujours eu. Le plus difficile, c'est de se faire entendre. Mais aujourd'hui, on a les réseaux pour se faire entendre. Et c'est la grande nouveauté. Et il faut cette bienveillance. Moi, j'en parle souvent entre les différentes familles d'engagés aussi. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas avoir le courage, un lanceur d'alerte, le tempérament. Mais on peut tous faire quelque chose et notamment les soutenir d'une manière ou d'une autre et propager et surtout pas leur cracher dessus comme faisaient les autres femmes vis-à-vis des suffragettes. Et c'est vrai qu'ils viennent en fait ils sont en train de fissurer l'illusion qu'on vit dans une société qui fonctionne plutôt bien.
Mais non, en fait, ces gens-là viennent nous dire il y a des choses intolérables et pourtant on les tolère. Mais pour, Et en fait, pour c'est rebondir ça sur qui ce nous que tu embête. dis, il y a comme un travail à faire sur soi que moi j'ai fait, j'avais une vision du modèle économique qui était basée sur la bourse, les marchés financiers, le libéralisme. Et aujourd'hui, je suis plutôt écolo à 200%, et je pense qu'on va aller vers le collaboratif, le latéral et la fin du capitalisme dans le courant du siècle. C'est accepter aussi d'entendre le lanceur d'alerte. Accepter qu'ils te disent quelque chose qui te dérange là. Qui Et ça, c'est éveille la un première étape. sentiment Et un peu de culpabilité. Voilà. Et de- aujourd'hui, on s'efforce dans notre quotidien, quand on rencontre quelqu'un qui nous dit quelque chose qui ne nous plaît pas, de se dire pourquoi ça me dérange. Et d'ailleurs, c'est Ouais, pour qu'est-ce ça, que ça en fait, vient que les végétariens, le bio, le local, Bien sûr. l'alternatif, il y a une espèce de rejet où les gens ils disent ah non mais nous ça va, genre votre nouveau monde, etc. Et qu'il y ait cette espèce de rejet parce que finalement, si tu acceptes ça, si tu acceptes que tiens, ce qu'ils sont en train de faire, c'est bien. Et ça veut dire que quelque part, comme on est dans une vision binaire, si Tout à fait. eux ce qu'ils font c'est bien, moi ce que je fais c'est mal. Voilà. Et là, Et jugement. du coup, là, waouh! Donc, je peux Culpabilité. pas dire que ce qu'ils font, c'est bien, parce que C'est sinon, je mets en contradiction l'ensemble de ma vie, finalement. Et donc, du coup, alors, comment on fait pour commencer à faire quelque chose de concret, c'est-à-dire sans dire que l'un est bien ou l'autre est mal, mais en tout cas, l'un détruit la planète et l'autre va à contre-courant. Comment donc, se déculpabiliser en étant soi-même ses héros dans ce Ouais. fameux jeu de Go, quoi. Le Mais premier truc, c'est d'accepter son imperfection, Ouais. déjà. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment qu'il faut être honnête, en fait. Il faut être à la fois bienveillant et à la fois très honnête et très lucide. C'est-à-dire que, effectivement, quand on fait quelque chose, pas être sur l'intention, la bonne intention, la mauvaise intention, on s'en fiche. Pas de bien ou de mal. Par contre, quand on fait quelque chose, ça a forcément des conséquences. Soit on contribue au monde d'après, soit on est plutôt en train de retenir le monde d'hier. Et ça, il faut en être conscient. Après, on ne peut pas tous se battre sur tous les fronts, mais chacun prend une partie du truc. Et chacun, voilà, donc les végétariens sont en train de faire un boulot formidable parce que derrière la viande, il y a la déforestation, il y a tout un tas d'enjeux fondamentaux, mais tout le monde voilà, n'est pas à ce niveau-là. Mais par contre, tu peux faire autre chose, tu peux monter un atelier de réparation, tu peux faire tout un tas de trucs. Et puis, tu peux aussi... moi, je voyais, par exemple, quand j'ai étudié les héros de l'histoire, Solzhenitsyn, par exemple, était un vrai résistant pur et dur. Il a montré des choses, il a dénoncé beaucoup de choses. Et à côté de ça, il y avait Boris Pasternak, qui était un auteur russe, qui, lui, avait une forme de résistance beaucoup plus soft, entre guillemets. Mais il était tout aussi intéressant parce que, quelque part, il était plus accessible pour les gens, en termes d'exemplarité. Du coup, on pouvait plus être Boris Pasternak qu'on pouvait être Solzhenitsyn. Là, on est à un niveau d'abnégation que tout le monde ne peut pas se permettre. Donc tout le monde est utile dans cette histoire, Ouais. en fait. Il y a cette diversité qu'il faut accepter avec des degrés d'engagement différents, qui sont complémentaires et indispensables. C'est l'autonomie dans l'interdépendance. Il n'y a pas les bons et les mauvais, il n'y a pas de binarité. Et il y a autre chose, c'est accepter aussi la temporalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens voudraient que les éoliennes soient la solution alternative. Non, ça n'en est pas. Une éolienne, c'est de l'acier. Donc ce n'est pas la solution. Le photovoltaïque à base de lithium, ce n'est pas la solution. Ce n'est qu'une transition, une étape. Et on ne va pas passer de la charrette au TGV, voire demain à la téléportation spirituelle, sans passer par toutes ces étapes-là. Donc c'est accepter le fait qu'aujourd'hui, on a des solutions imparfaites, mais parce qu'on n'a pas encore les technologies ou les énergies qui vont permettre d'aller vers quelque chose de vertueux ou d'abouti. Et peut-être qu'on n'y arrivera jamais d'ailleurs. Accepter cette imperfection, comme le dit Sandrine, c'est accepter ses travers. Et c'est aussi une temporalité, c'est aussi une temporalité personnelle. Tout à fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des gens, il y a un agriculteur qui était en conventionnel qui a attaqué Monsanto pour le cancer qu'il a développé et qui a gagné d'ailleurs. Et là, on se dit mais bienvenue quoi. Tout le monde est utile. Enfin, on a besoin de tout le monde dans cette aventure. Donc, bienvenue, c'est déjà courageux de remettre en cause tout ce que tu as, voilà, tout ton passé, la culture, ta famille. Enfin, c'est un peu une trahison de la lignée pour les agriculteurs. Donc, bienvenue. Et en même temps, reconnaissance à ceux qui se battent depuis 40 ans, 50 ans sur les semences, etc. Si lui peut attaquer aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont permis qu'une alternative soit encore possible. Et c'est vrai que parfois, moi, j'entends, oui, mais bon, les écolos, ils sont un peu aigris. Hein. Bah ouais, mais c'est pas facile, quoi. Il y a eu un mépris tellement fort pendant toutes ces années qu'il faut aider aussi ces gens-là à venir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des nouveaux activismes, de l'activisme plus poétique, plus léger, les civic tech, tout un tas de choses. Parce que oui, il faut donner du désir de ce monde-là. Et c'est ça qu'on n'a pas réussi à Il ne faire faut pas être jusqu'à que dans la présent. dénonciation. Il faut Voilà. être dans la construction et la Mais ces gens-là, solution il faut aussi appréciable les- et désirable. Il faut arrêter d'être Ouais. dans la dénonciation d'un système. Et puis aussi accepter qu'il y a
plein de solutions différentes, que la solution, c'est pas une. Parce qu'en fait, aussi, dans cette vision du monde, on a l'impression qu'il y a une solution. OK, alors, tu es en train de me dire que le système, c'est pas le bon, mais alors dis-moi lequel est le bon. Et finalement, comme tu disais, aujourd'hui, on est dans une étape de transition, c'est-à-dire qu'on ne voit pas assez loin pour te dire, OK, la solution, c'est ça. Mais en tout cas, on sait que la solution, c'est pas ça. Voilà. Et du coup... Moi, je bosse beaucoup sur la Renaissance parce que c'est la période de transition entre le monde médiéval et le monde moderne en Europe. Les contemporains de la Renaissance pensaient être en crise et ne savaient pas ce qu'allait advenir. Ils ne savaient pas que le monde moderne, les droits de l'homme, les lumières allaient advenir. Aujourd'hui, on est à la fin du monde moderne, on va vers la postmodernité, la frugalité, mais je ne sais pas du tout sous quelle forme ça va apparaître. On a quelques signaux faibles, le collaboratif, le partage, la déconsommation, etc. Oui, mais quelle est la rupture philosophique et technologique qui va vraiment faire basculer les choses? On n'en sait rien. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc les solutions concrètes, puisqu'il faut quand même en parler, il faudrait qu'on parle d'entrepreneuriat radical, de lobby citoyen, de consommer différemment, d'appliquer de la manière avec laquelle on peut chacun aussi s'impliquer dans ce changement-là sans bouleverser notre quotidien. Ouais. Il ne faut pas que ça soit sacrificiel, enfin on parle avec Sandrine, c'est que tout engagement, tout acte que l'on fait qui peut construire le monde de demain, c'est-à-dire être plus frugal, moins impactant au niveau de la pollution, moins consommateur d'énergie, plus vertueux parce qu'il soutient des gens qui utilisent des matériaux locaux, propres, etc. Il faut que ça soit fait avec plaisir. Donc je crois que le sacrificiel, c'est pas du tout la voie. Le fait que nous, on voyage beaucoup, moi je voyage beaucoup aussi à titre professionnel, c'est très polluant de voyager. Mais est-ce que je peux ne plus manger de viande, ne plus faire ceci, ne plus acheter cela, etc. et ne plus voyager? Pour l'instant, j'ai encore un peu de mal à supprimer le voyage. Dans 5 ou 10 ans, s'il faut arrêter, on arrêtera. Mais on ne peut pas tout changer en même temps. C'est un cheminement. Tu donnais d'ailleurs l'exemple en tant que maman de ta fille. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai changé vraiment quand je suis devenue maman. Et les enfants, il faut faire super attention aussi, parce que des fois, on a l'impression qu'on leur fait porter des choses sur ce monde, une responsabilité, une gravité. Je pense qu'ils ont perdu une innocence que nous, on avait quand on était enfant. Et en fait, ce monde-là, c'est nous qui l'avons créé. Et ma fille, une fois, me dit, il n'y a pas très longtemps, « Tiens, j'ai envie d'aller faire les soldes. » Donc là, les soldes, voilà, et elle me dit, « Et puis, me raconte pas les usines, les gens qui sont mal payés. Enfin, ça me fait mal au cœur. » Et je sais bien que c'est compliqué à elle pour assumer tout ce que je raconte à chaque fois, quoi. Et donc, je lui dis, écoute, on va... Et c'est la période de l'adolescence, donc c'est aussi le regard des autres, c'est aussi donc, comment j'arrive à ne pas la dégoûter de l'écologie, comment j'arrive à gérer ça, et surtout comment j'arrive à l'impliquer. Parce que ça ne sert à rien que moi, je lui impose des choses. Les changements, ils viennent quand on est acteur de notre mode de vie et qu'on est acteur d'un nouveau scénario. Et du coup, je lui dis, d'abord, on va réfléchir à ce dont tu as besoin. Parce qu'on ne va pas y aller comme ça, faire les sols, on va se dire, OK, tu grandis, tu as besoin d'un pantalon, un truc, et puis voilà, et puis on se met là-dessus, parce que maman, elle est comme toi, y a de la tentation, quoi. Donc on se le dit avant, OK. Et puis le lendemain, elle revient, elle me fait l'air un peu insolent, et disons que les friperies, c'est écolo, ça. Et du coup, je dis, mais ouais, t'as raison. Et on a cherché, et on a trouvé des friperies de Nantes, et on y est allés toutes les deux. Et donc, du coup, c'est elle qui m'a fait même carrément trouver la solution. Donc, du coup, elle a ce petit côté malin voilà. Et puis après, elle dit aux autres, j'ai acheté ça à 3 €. Voilà. C'est aussi pour montrer que finalement, faire partie de la solution, ça ne veut pas dire forcément se priver, ça veut dire changer ses habitudes, en fait. Et il y a plein de gens qui tu peux continuer à voyager, mais juste voyager de façon différente. Il y a Couchsurfing, il y a le Woofing. Faire travailler des gens. Voilà, on peut s'habiller différemment, privilégier l'occasion, etc. Enfin, il y a tonnes maintenant même d'applications, genre pour acheter des vêtements d'occasion, et plein de fois tu trouves des trucs neufs avec des étiquettes. Je veux dire, c'est pas arrêter de se faire plaisir. John, qui est devenu végétarien récemment, il dit en fait on mange bien quand on est végétarien, etc. En fait, les gens, ils sont tellement dans cet imaginaire collectif, il y a un peu le truc de si je deviens plus responsable, plus écololo, etc., je vais devoir faire attention à tous ces rasoirs. C'est faux. Alors qu'en fait, ta vie, elle est beaucoup plus riche, même dans l'associatif. Si tu t'investis dans des associations, et en fait, comment ça nourrit ton âme et le fait de faire du bien, comment c'est au monde, finalement, ça te fait du bien à toi aussi. Et toujours la crainte d'un retour en arrière. Systématiquement, les gens pensent que s'engager pour autre chose, c'est une perte de quelque chose qui est bien, et ça sera moins bien après. Et y a cette théorie du grand singe que je sors souvent. L'être humain est un grand primate, et le grand primate ne lâche jamais la branche qu'il tient s'il n'est pas sûr que la branche qu'il aura en face est à portée de main. Donc il ne prend jamais de risque, il ne sort jamais de sa zone de confort. Nous sommes des animaux peureux, nous avons peur.
peur de l'avenir, peur de l'inconfort. Et aujourd'hui, ce monde qu'on leur propose, il faut approcher la branche le plus près possible, leur montrer, n'ayez pas peur. Parce que s'ils se jetteront jamais dans le vide, parce qu'ils pensent que ce sera moins bien. Ils ont peur que ce soit moins bien. Alors que qu'est-ce qu'on a à un perdre? sentiment plus fort que la peur, et c'est le désir. Et en fait, tu prends deux personnes avec une montagne, avec des rochers entre les deux, et avec les mêmes capacités physiques. Ce qui différencie celle qui va aller en haut, c'est celle qui a envie d'aller en haut, en fait. Tu évalues la hauteur des obstacles à la hauteur du désir que tu as d'aller de l'autre côté. D'où l'intérêt des utopies, qui nous mobilisent et qui nous galvanisent, en fait. Et cette notion de désir, c'est évident. Quand tu commences à... moi, je parle aussi du hacking, qui sont les pirates informatiques, qui disent un truc que tu ne peux pas ouvrir ne t'appartient pas. Et en fait, ce nouveau monde, c'est ouvrir les boîtes à chaque fois. C'est ce qu'on a fait avec ma fille sur les vêtements. Bon, alors, comment on fait? Et en fait, on réfléchit à nos vies. Et c'est quand même vachement plus sympa que d'être consommateur abruti et d'être assisté sur tout. Et finalement, on reprend le plaisir. Il suffit d'agir, il suffit de commencer pour y prendre goût, en fait. On se met en lien avec des gens absolument géniaux. On découvre des histoires d'entreprises. Derrière Veja, il y a toute une histoire. 1083. Derrière 1083, c'est pareil, les jeans qui sont faits en France, etc. Tu as toute une histoire et c'est passionnant. Et ça donne envie. Oui, il y a un truc que j'aimerais dire aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on change une habitude et qu'on la soumet à notre environnement social, notre famille et tout ça, on nous pointe directement le changement qu'on n'a pas encore fait. Et c'est vrai que ça constitue bien souvent un frein pour chacun d'entre nous, parce qu'on dit « Ah bah cool, t'es devenu végétarien, mais par contre tu fumes des cigarettes. » Bon, c'est pas mon cas. Mais c'est vrai que voilà, on va toujours te pointer ce que tu n'as pas fait. Et c'est ce qui constitue une peur bien souvent, alors que voilà, il faudrait plus encourager finalement chacun d'entre nous à dire bravo, tu as réussi à faire ce cap-là. Et en plus de ça, on est des millions, toi aussi, on sait que tu es un humain comme nous. Et voilà, on va essayer à chaque fois de faire des petits pas et les faire ensemble. Et ton action les renvoie à leur inaction, donc ça les dérange. Alors que ce qu'on devrait, c'est applaudir, encourager l'action, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de petits gestes, il y a des gestes, il y a un chemin, c'est tout. Et ça renvoie pour moi à la tyrannie de la pureté et de la cohérence. Il faudrait être absolument, mais personne n'est parfait. Personne n'est totalement cohérent. Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu regarder les héros. C'est des gens qui sont totalement imparfaits. Alors après, l'histoire lise tout ça et on nous montre des jolis héros. Il y a un livre que tu as fait qui parle de ça. Ouais, Les Suspendus. Les Suspendus. Et en fait, tu regardes la vie de Luther King, la vie de Mandela, Germaine Tillon, c'est des gens qui sont exceptionnels, mais par leur humanité, par leurs doutes. Par leurs errements, voilà, ils cherchent, ils expérimentent, mais c'est pas des gens parfaits, faits d'un bloc super cohérent. Ils ont tout un tas de défauts et ce n'est pas leur enlever de la noblesse que de dire ça. Et d'un autre côté, l'être humain a besoin de mythes, a besoin de héros. C'est intrinsèque à l'humanité. Homo sapiens se raconte des histoires. Ce qui a fait la force d'Homo sapiens sur cette planète, c'est qu'on se raconte des histoires. Il y a le récit. On a besoin d'avoir des mythes. C'est fondateur, ce qui crée le contrat social. Une valeur partagée. Et en fait, on est tous des héros, en fait. Ouais, je crois qu'on va conclure d'ailleurs l'émission comme ça, en disant que finalement, on a tous une histoire et c'est à nous aussi d'accéder à notre légende personnelle et par l'exemple et oser être ce qu'on a envie d'être et ce qu'on veut voir dans cette société. Moi, j'aimerais bien ajouter un dernier truc aussi, c'est lorsqu'on parle de désobéissance, on est souvent, on se cache un peu pour le faire. Au contraire, revendiquons-la parce qu'on est des milliers, on est des millions et on est soutenus. On a des aides de toutes parts, donc là, à chaque fois qu'on va mener une action, partageons-la le plus possible, communiquons le plus possible sur cette Il faut faire changer de regard sur la désobéissance. Donc il faut des coming out, il faut des gens qui montrent que c'est à tous les niveaux. Et oui, complètement. Il faut... Parce qu'on est tous en lien. Merci beaucoup. Merci pour cet entretien. Et puis, et merci aux copains, à l'équipe aussi. Ouais, merci à toute l'équipe technique. À Openland de nous accueillir. Merci à Openland. Et voilà. Merci. Au revoir.